Good morning, good afternoon et bonsoir à tous puisque nous serons sur plusieurs fuseaux horaires pour cette conférence qui est retransmise en direct. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Donc, je suis la directrice d'Oxfam France, Cécile Duflot, et je vais donc animer cette table ronde co-organisée par l'ICRIT et par la EU Tax Observatory et par Oxfam. Oxfam qui, au niveau international, comme vous le savez, est très engagé sur ces sujets. Je voudrais d'abord remercier l'IRIS, Pascal Boniface et toute l'équipe. Merci, Monsieur Ventura, de votre mot d'accueil, de nous accueillir pour ce débat ce soir et qui co-organise de fait cet événement avec nous. L'ICRIT, c'est un regroupement de leaders qui, depuis l'ensemble du monde, sont convaincus et croient, et nous partageons cet engagement, qu'il est à la fois très urgent et qu'il y a une opportunité qu'on n'a pas connue jusqu'alors de mettre à l'agenda une réforme significative des règles internationales fiscales. Nous l'avons dit, vous l'avez dit, la question de la démocratie est intrinsèquement liée à ce sujet. C'est pourquoi nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir tous les trois et que cette discussion puisse avoir lieu avec vous trois, tous trois membres de l'ICRIT, professeur Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz et Gabriel Zuckman. Mais je veux vous remercier très chaleureusement de votre engagement, de votre présence et de votre grande contribution à cette réflexion collective si nécessaire. Et nous avons absolument besoin de ce débat en France. Vous êtes ici dans un moment très particulier, un moment d'intense tension sociale, un moment de débat très fort, mais cet agenda existe partout dans le monde. Aujourd'hui, que ce soit des États-Unis à l'ensemble du continent africain, en Inde et dans toutes les régions du monde, cette question est profondément interrogée par tous ceux qui sont sensibles à la fois aux questions de justice et aux risques que cela fait peser sur la démocratie. C'est d'ailleurs dans ce sens et dans cet état d'esprit que le dernier rapport d'Oxfam International s'est appelé la loi du plus riche, The Survival of the Richest in English, c'est-à-dire avec ce risque très important que les inégalités plus hautes que jamais et qui continuent de s'accroître au profit des plus riches mettent les citoyens dans une situation de tension très forte avec une baisse de la qualité de vie dans beaucoup de pays, avec une détérioration des niveaux de financement des services publics et donc avec une aggravation des inégalités de santé, d'éducation dans les transports publics et dans l'ensemble de ce qui fonde le pacte social et l'équilibre d'une société. Pendant la crise et de la pandémie du Covid-19, les gouvernements et les banques centrales ont injecté des milliards d'argent public pour soutenir l'économie. Ces milliards ont bénéficié majoritairement aux plus riches et aux plus grosses entreprises qui refusent pour grande part d'entre eux et d'entre elles de pouvoir manifester leur solidarité dans un sens inverse après le dépassement de cette crise. Ici, en France, alors que le gouvernement est en train de porter deux réformes qui vont réduire, auraient pour but de réduire les dépenses publiques à la fois pour soutenir les personnes au chômage et pour les retraites, nous devons être conscients que ce choix d'aggraver les inégalités, y compris par des politiques publiques, peut aggraver la situation de crise démocratique que nous vivons. Il y a également un débat autour des super-profits que nous avons déjà eu entre nous, mais qui se poursuit, puisque dans beaucoup de pays, dont la France, et y compris au niveau européen, cette question de la taxation des super-profits est encore une question qui, si elle n'est pas taboue, est en tout cas un impensé des choix de politique publique. Nous avons porté en tant qu'Oxfam France dans le débat public ce chiffre très marquant qui est que même si nous acceptions que le déficit des retraites s'élève à 12 milliards d'euros à une échéance assez indéterminée, 2% de la richesse des 42 milliardaires français
suffirait à couvrir cette dépense. 2%. Alors, nous avons bien conscience et nous avons vécu en tant qu'organisation une espèce de vague d'attaques qu'on a déjà connues dans le passé, mais assez virulente, de la part de ceux qui ont effectivement peur que ce débat naisse, parce que ce chiffre a eu une grande audience dans le débat public, a retenu l'attention bien au-delà des cercles traditionnels, parce que cette question des inégalités, cette question de la France devenue paradis fiscal pour les milliardaires, selon la formule de Gabriel Zucman, devient intolérable et insupportable. Nous pensons donc que taxer les plus riches est une alternative à beaucoup de choix politiques d'austérité, mais que ce n'est pas seulement une question économique, mais c'est d'abord, avant tout, une question démocratique, une question de prévention des fractures au sein de la société et une question de pouvoir, tout simplement, et de capacité de la part des pouvoirs publics à ne pas accepter cette privatisation des richesses au profit de quelques-uns. Nous allons donc débattre plus avant de ces thématiques et je voudrais donc présenter l'ensemble des participants à ce débat. Jayati Ghosh, qui est professeur d'économie au Center for Economic Studies and Planning de la School of Social Science in Jawaharlal Nehru University à New Delhi. J'espère que j'ai bien prononcé. Et Joseph Stiglitz, qu'on ne présente normalement plus, lauréat du prix Nobel en économie, professeur de l'Université de Columbia et ancien Senior Vice President and Chief Economist de la Banque mondiale. Il est aussi chef économiste au Roosevelt Institute. Et enfin, Gabriel Zucman, le directeur de EU Tax Observatory et commissaire de l'ICRIT, comme vous êtes tous les trois. Donc, merci encore pour votre présence. Et je vais poser la première question à vous, professeur Stiglitz, de façon très brutale. Pensez-vous que nos démocraties soient en danger? Est-ce que la réforme de notre système fiscal pourrait les sauver? Merci infiniment. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir. La question que vous soulevez est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment un sujet de conversation, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et notamment après l'insurrection du 6 janvier, aux États-Unis, on a ce sentiment croissant que les démocraties, notamment les États-Unis, sont en péril. Et vous avez l'immense majorité du Parti républicain. Comme vous le savez, il y a deux partis aux États-Unis. Et donc, l'immense majorité du Parti républicain a pris une décision, a décidé qu'en fait, cette insurrection était tout simplement une manifestation paisible. Bon, il y a 2 policiers qui ont risqué leur vie, mais est-ce que ça compte? Et lorsque vous parlez aux républicains, ils vous disent que non, non, mais c'est de l'eau à couler sous les ponts, c'est le passé, il faut aller de l'avant, etc. De manière plus générale, lorsqu'on procède à des enquêtes, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on constate un manque de soutien flagrant vis-à-vis de la démocratie. La valeur que nous plaçons dans cette démocratie, une valeur qui est si forte, n'est pas véritablement étayée par de grands pans de la population mondiale. C'est assez grave. Vous avez énormément de gens qui vivent dans le cadre de dictatures, c'est déjà ça. On constate une montée en puissance de cet autoritarisme, du djihadisme, ou plutôt Jayati Ghosh, on a fait l'expérience en Inde. Il fut un temps où l'Inde était la plus grande démocratie du monde. Voyons ce qui se passe maintenant. Donc, de toute évidence, les choses évoluent et on constate une dérive autoritaire en Chine, en Inde et ailleurs. Et ne parlons même pas de la Russie.
C'est une bataille. On en est conscient. On est conscient de ces différences d'opinion, lesquelles sont exacerbées par ce manque de soutien dans le monde entier vis-à-vis de la position américaine et de la position européenne dans la lutte contre la Russie dans le cadre de cette agression vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a eu 2 votes au niveau de l'Union, au niveau des Nations unies. L'Ukraine a été bien soutenue, mais au fil du temps, ce soutien s'est beaucoup amoindri. Question. Pourquoi? Pourquoi constate-t-on cette érosion du soutien apporté aux démocraties dans le monde entier? À mon sens, bon, il y a différents facteurs, mais c'est là une question que j'ai soulevée dans mon ouvrage, le prix des inégalités. Et j'argue du fait que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes aux États-Unis, mais c'est le cas également dans d'autres pays du monde. Et ces inégalités créent des fossés dans notre société et viennent saper nos démocraties. Et cela donne lieu à certains points de vue, selon lesquels le système est truqué d'une façon ou d'une autre. Mes propres travaux se concentrent sur les sources, la genèse de ces inégalités, mais je pense qu'il y a désormais un consensus relativement large selon lequel, notamment, une grande partie de ces inégalités viennent des règles du jeu. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des lois anti-concentration, antitrust, entre guillemets, qui ont échoué. Et donc, vous avez des entreprises qui gagnent énormément d'argent euh, à cause de cette concentration, parce qu'ils ont un monopole et que le système les laisse faire. Le truc, c'est que lorsque vous avez une économie de marché, lorsque vous avez une économie de marché, vous avez une augmentation des profits, mais ces profits sont ensuite réinjectés et c'est supposé prendre un certain temps, mais pas tant de temps que ça. Donc aux États-Unis, on constate une évolution dans ces législations anti-concentration des entreprises, mais ce sont des évolutions que l'on souhaite, mais c'est extrêmement difficile de les obtenir. Donc, vous avez les règles économiques, les règles qui régissent le monde du travail, les négociations collectives, les règles, le droit du travail, les règles de la mondialisation. Toutes ces différentes règles ont joué un rôle, ont servi à façonner ces inégalités. Et de façon disproportionnée, ces règles sont façonnées par les gens qui sont au sommet de l'échelle. Where we Donc, nous avons un cadre aujourd'hui qui permet à ce que l'argent influence énormément toutes les décisions et au final, on a un cercle vicieux où l'inégalité entraîne l'inégalité, l'inégalité politique, avec des règles qui entraînent encore plus d'inégalités. Je pense que les États-Unis sont peut-être le plus bel exemple en la matière. C'est peut-être moins le cas dans d'autres pays autour de la planète. Bref, tout cela pour vous dire que, bon, la question c'est comment réagit-on à ces difficultés? Eh bien, d'abord, pourquoi y a-t-il aussi peu de soutien à la démocratie dans le Grand Sud? Il y a la situation de la guerre en Ukraine, bien évidemment. Il y a une grosse part d'égoïsme, le refus de partager la propriété intellectuelle. Je pense aux vaccins, les vaccins de la pandémie, de la COVID-19, par exemple. Il y a toutes les problématiques associées à la dette également, même si celles-ci sont en passe d'être prises en considération. Bref, je pense que tout cela est évidemment lié à l'argent. Et c'est là que le thème de la taxation, de la fiscalité entre en jeu.
Nous évoquons le sujet depuis très longtemps. On parle de systèmes fiscaux progressistes où on demande aux gens qui gagnent plus de payer plus, tout simplement, de payer plus que ceux qui gagnent moins. Le fait est que les systèmes fiscaux, prenons l'exemple des États-Unis, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, eh bien, ces systèmes ne sont pas progressistes. Prenez Warren Buffett. Warren Buffett, un des plus riches Américains, il a dit le système ne va pas bien. Il dit je paye moins d'impôts que ma secrétaire. D'accord? Et lorsqu'il le disait, il ne faisait même pas référence à ses plus-values. Il pensait simplement à l'argent qu'il gagnait, les plus-values réalisées et les plus-values non réalisées. Parce que, en fait, il payait encore moins que ce qu'il pensait. Bref, le système fiscal que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'encaisser les taxes dont nous aurions besoin. D'où l'inégalité, d'où les manques d'investissement, d'où les manques de fonds dans des domaines comme l'enseignement, par exemple, et cela contribue à la perception, une perception croissante que le système est fondamentalement injuste. Donc, à l'ECRICT, nous avons commencé à travailler sur le sujet. J'ai du mal avec l'acronyme. Une fois qu'on adopte un acronyme, on le garde, hein. On a beaucoup travaillé sur la taxation des multinationales. Ça a été notre première priorité. Ce travail a démarré avant le processus BEPS, qui est en fait le travail de l'OCDE sur les profits réalisés par les multinationales. Et en fait, les multinationales ont utilisé la mondialisation de manière extrêmement intelligente et efficace pour ne pas payer d'impôts ou d'encaisser les profits ou d'enregistrer les profits réalisés de manière à ne pas payer d'impôts, notamment dans des juridictions où l'imposition est extrêmement basse. Donc, les grandes multinationales sont devenues particulièrement intelligentes pour payer très peu d'impôts. Le meilleur exemple, c'est Apple, par exemple. Apple est une entreprise qui fabrique des produits qui fonctionnent très bien. De manière générale, ils innovent extrêmement bien. Ce sont de véritables innovateurs technologiques, mais pas seulement dans la technologie, aussi en matière fiscale. Et je pense qu'il faut faire une distinction entre l'évasion fiscale et l'évitement. L'évasion, c'est illégal. Éviter de payer des impôts, c'est agir, naviguer tout en respectant la loi, en utilisant notamment les services de lobbyistes qui vous permettent de changer la législation pour que vous puissiez payer encore moins d'impôts. Donc, on en parle souvent dans les écoles de commerce aux États-Unis, comment éviter de payer des impôts sans aller en prison. Voilà. C'est un des trucs qu'il faut apprendre, hein. Avec ça, si vous avez appris ça, vous avez votre MBA aux États-Unis. Et il y a un article qui est sorti récemment, réalisé ou écrit par un groupe d'économistes de MIT qui montre que qu'en fait, on peut identifier, aux États-Unis, on aime bien les études où on identifie les mécanismes. Par exemple, lorsque vous avez un MBA d'une université américaine, eh bien, ça vous permet de gagner plus d'argent. Voilà. Mais comment? Alors, pas parce que vous augmentez en productivité, mais
En fait, on apprend au futur PDG, au futur CEO de payer moins de salaire, moins de protection sociale. Donc, en fait, on fait baisser l'argent d'un côté et on fait augmenter mécaniquement cet argent pour d'autres, qui va profiter à d'autres. Bref, lorsque les profits des entreprises augmentent, il faudrait raisonnablement pouvoir leur demander de payer des impôts, ce qui permettrait ensuite aux salariés et à d'autres de profiter de leur retraite, etc. Mais les entreprises comme Apple eh bien, sont particulièrement douées. Elles ont su profiter de la mondialisation pour éviter de payer des impôts. Donc, c'est là que nous avons démarré nos travaux et un peu de temps après nos débuts, l'OCDE a entamé une initiative similaire. Et puis, il y a quelques années, l'OCDE a terminé ce cycle de travail avec une proposition en deux parties. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'a proposé l'OCDE, mais ce qu'elle propose notamment, c'est le pilier 1, assez terrible, hein, euh, qui dit que A paper was presented today in our meeting was how much extra income combien de revenus, would all the developing countries together combien de revenus est-ce que si on avait un système de taxation, si on avait une réforme, si on arrivait à cette réforme, qu'est-ce que cette réforme permettrait au pays de gagner de plus? Et bon, on est arrivé à la taxation des multinationales, mais le total pour les pays développés, c'est 36 millions de dollars. Voilà. Quel échec, patent. Et ils n'ont pas du tout évoqué les chiffres avant de demander au pays de signer l'accord. Là aussi, c'est assez remarquable. Alors, les chiffres viennent notamment de l'observatoire pour lequel travaille Gabriel. La deuxième partie du pilier est une partie importante également, c'est une taxation minimale. On a évoqué le chiffre de 15%. Donc, nous avons évoqué ce chiffre. L'inquiétude, c'était d'aller en dessous des 15, bien en dessous plutôt qu'au-dessus. Et puis, on a commencé ensuite à s'intéresser à une taxation sur les très riches. Et nous avons donc eu de nombreuses discussions. Il y a le rapport Oxfam qui est sorti à Davos sur les profits des très riches. Si, pour arriver à un système de taxation, il faut aller chercher cet argent qui se trouve tout en haut de la pyramide, et il faut évidemment mettre en place tous les instruments nécessaires pour y parvenir. Let me just wind up and just say, yes. Et pour conclure, je dirais que oui, la problématique existe et on a raison de s'inquiéter. Il faut préserver la démocratie. De nombreux facteurs entrent en jeu et les inégalités en font partie. Il y a un outil extrêmement important que l'on peut utiliser. Une fiscalité plus progressive. Il y a deux façons de gérer la problématique. D'une part, limiter la portée de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale dans le monde entier. Et ensuite, rétablir l'ISF. Je vous passe la parole, Jayati, pour ouvrir un peu, même si le professeur Stiglitz a commencé à le faire, à la question des pays en développement.
Vous avez plusieurs fois alerté sur comment la succession des crises ont particulièrement affecté les pays en développement, avec un très haut niveau de dette et des revenus fiscaux en diminution. L'austérité est donc revenue dans ces pays à l'agenda, alors que les choses s'étaient un peu améliorées, avec une baisse massive d'investissement dans les services publics. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en faisant écho à ce que vient de dire le professeur Stiglitz sur l'érosion de la démocratie qu'on peut constater, y compris dans des pays du Nord, sur des perspectives plus positives et comment les amener? Merci infiniment de cette question. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ces sujets qui comptent parmi les sujets les plus importants de notre époque. Et je suis en très bonne compagnie. Euh, Je suis d'accord avec Joe. Et c'est pas comme si on comparait nos peines et en essayant de savoir, c'est pas une concurrence de misérabilisme entre guillemets, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu cette expansion fiscale ou monétaire en Inde dont vous avez bénéficié. On en a fait moins. Euh, les pays européens ont fait moins de choses qu'après la crise mondiale. En tout cas, les pays en développement ont dépensé, à votre avis, combien entre, entre le janvier, entre janvier 2020 et juin 2021, $2 par habitant. Et les pays qui étaient ravagés par la pandémie n'ont pas reçu de vaccin, n'ont pas réussi à maîtriser la maladie. À cause des confinements, les gens ont perdu leur travail et n'avaient pas accès aux soins. 18 pays en développement ont dépensé plus d'argent pour le service de la dette que pour les soins de santé. Et c'était des pays qui souffraient déjà tellement. Et puis ensuite, vous avez la guerre en Europe et c'est l'augmentation, l'envolée des cours de l'énergie ne sont pas le résultat de la guerre, c'est principalement dû aux profiteurs de guerre et aux spéculateurs. C'est abject. Donc, on constate une envolée des cours dans le monde entier qui affecte tout le monde. Le problème, ça affecte les pays en développement encore plus parce qu'on constate une dépréciation de nos devises. Non seulement on a été affecté parce qu'il a fallu payer plus pour nos importations et on ne pouvait pas exporter autant qu'avant, mais on essaie de se relever de ces différentes tragédies. Et puis c'est là que les États-Unis décident qu'il faut un resserrement monétaire. Mais honnêtement, nous, on se préoccupe de notre propre inflation. Mais je pense que c'est vraiment la pire des méthodes pour gérer l'inflation, même dans son propre pays. Mais pensez à ce que ça fait au reste du monde. Tout d'un coup, vous avez des pays qui essayaient de recoller les morceaux, qui essayaient de se remettre sur leurs pieds et qui se retrouvent face à cet impact énorme des taux qui sont relevés. Donc, ce sont des pays qui étaient sur une assez bonne trajectoire en termes de dette et tout d'un coup, ils n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Tout d'un coup, on n'a plus accès à un financement international. Et donc, même si on n'avait pas de crise avant, bah, tout d'un coup, on en a une sur les doigts et sur les bras et c'est une crise externe. Si on regarde les chiffres, on constate une augmentation de tous les chiffres. On était à 58, maintenant on est à 62 et puis ensuite à 72. Et donc, le stress de la dette est extrême. Qu'est-ce que cela signifie? Il est très probable que dans quelques mois, on soit obligé de faire défaut. Cela signifie quoi? Que vous avez des pays qui sont obligés d'arrêter d'importer des produits essentiels. Ils sont obligés d'imposer des souffrances à leur propre population. Et rien de tout cela n'est nécessaire. Alors, effectivement, ces dommages sont le résultat de ce qui se passe dans les pays développés et cela affecte le reste du monde, mais ce sont des pays qui n'arrivent plus à lever des fonds, à obtenir des revenus. Et donc, on n'arrive pas à financer la protection sociale, les services essentiels, on n'arrive même pas à relancer l'économie, l'investissement. On n'arrive pas à lutter contre la pauvreté, le climat, la malnutrition, parce qu'on n'a pas les recettes fiscales nécessaires. Alors, effectivement, une partie, dans une certaine mesure, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Pourquoi est-ce que les gens nous envient notre taux de croissance extrême? Mais le fait est qu'on est revenu au niveau d'avant la pandémie. Effectivement, le taux de croissance est élevé, mais on n'est pas si bien loti que les gens ne le pensent. Pourquoi? Parce que 94% de l'augmentation supplémentaire du PIB ne profite qu'aux 10% de la population les plus riches. On stagne par rapport au niveau d'avant Covid. On constate un effondrement des salaires des femmes. Le chômage est pire qu'en 2016 et 2018. Le chômage grimpe, l'emploi baisse, et pire qu'il y a 5 ans. Et donc, l'économie est vraiment en berne. Augmentation de la pauvreté, on n'arrive pas à le quantifier parce que le gouvernement refuse de faire des sondages. On le sait, il y a une énorme augmentation de la rentabilité, mais 90% de ces bénéfices ne bénéficient qu'aux 10% des entreprises les plus riches. Et vous avez 60% de cette richesse qui revient aux 10% des entreprises les plus riches. La situation est catastrophique en Inde. Résultat, bien entendu, les gens sont malheureux, les gens se révoltent. Cela entraîne un sentiment général de colère. Or, dans mon pays, malheureusement, cela se transforme en violence et on est violents les uns avec les autres. Vous ne connaissez pas ça. Que ce soit la violence contre les immigrants ou la violence contre les musulmans, dans mon pays, c'est le cas. Cela se traduit en violence. Et s'il y a dissension, tout le monde souffre. Alors, bien entendu, il y a d'autres pays, mais j'aimerais pour l'instant vous parler de ma propre région, le Sri Lanka, notamment. Des manifestations complètement pacifiques ont permis de se débarrasser d'un gouvernement corrompu. Mais l'élite régnante est revenue au pouvoir. Ce n'est pas la même famille, mais c'est du même acabit. Et le peuple du Sri Lanka est face à une austérité, la pire austérité de l'histoire. D'où les manifestations à cause de l'effondrement des services sociaux, l'envolée des coûts de l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le prix du carburant a augmenté de 68% depuis. Le prix des denrées alimentaires a augmenté de 40%. Baisse des salaires, baisse de l'emploi. On parle de quoi? On parle d'un pays avec une classe moyenne qui risque de tomber dans le statut d'un pays à faible revenu. Et ce sont toujours les pauvres, les plus démunis qui souffrent le plus. Tout cela après une magnifique mobilisation pacifique. Donc, est-ce que cela aide? Est-ce que c'est utile? Le fait est que si on proteste, si on manifeste pacifiquement et que ça ne fonctionne pas, eh ben, on devient violent. D'où la destruction. Destruction de 22% du PIB. Énormément d'actifs en ont souffert. Donc, est-ce que les dédommagements promis ont été obtenus? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à la place? On est obligé d'aller mendier auprès du FMI. On a suffisamment de réserves pour 1 mois d'importation, c'est tout. On est là à tendre la main au FMI. L'électricité gratuite qui est fournie aux personnes qui consomment plus de 300 watts par mois. Mais ce sont là des gens extrêmement pauvres. Mais l'électricité, on ne peut pas la donner gratuitement. Il faut bien la facturer, n'est-ce pas? Inflation galopante. Les paysans n'arrivent pas à gagner leur vie. Alors, les importations de luxe, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas les taxer parce que sinon, ça nuirait à l'économie, d'après ce qu'on entend. Donc, quelle est la tendance actuelle? Il s'agit d'imposer un autoritarisme économique et politique qui sert les intérêts du grand capital. Et rien de tout cela n'est nécessaire. On pourrait s'en passer. Et pour conclure, je dirais que dans le monde entier, que ce soit dans les pays riches ou les pays en développement, partout dans le monde entier, on semble penser que la question de la fiscalité est trop complexe
c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et chaque fois, les gens vous diront, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas taxer les super riches ou les grandes entreprises? Pourquoi on ne peut pas s'assurer que les multinationales paient les mêmes impôts, le même niveau d'impôts que les entreprises locales? À chaque fois, ça soulève un tollé. Et pourtant, ce sont là des évidences. L'évasion fiscale, la fraude fiscale, on peut lutter contre. Et ce n'est pas si difficile que ça. Un processus compliqué de 7 ans, si complexe, mais c'était à dessein. Donc les gens se disent, mais à quoi bon? À quoi bon essayer? Ça fait 7 ans qu'on essaie, mais rien ne change. Mais c'est quelque chose que l'on permet, que ce soit la société, partout dans le monde. On sait ce qui se passe et on ne fait rien. Il est important de forcer l'État, de forcer le gouvernement à dire la vérité. Et c'est vrai partout dans le monde. Mais c'est particulièrement vrai pour chacun d'entre vous. Parce que ce que vous faites à titre individuel est important. Parce que ça nous permet à tous également d'agir. I am still waiting for the reason to hope, but I need Gabriel may J'ai try. besoin d'une source d'espoir. Peut-être que Gabriel va nous la donner. Une raison d'espérer. La concentration des richesses, du fait que les plus grandes entreprises réussissent à éviter, grâce à des étudiants brillants diplômés de MBA, dont c'est la fonction, de payer les taxes qu'elles devraient payer. Est-ce que c'est la globalisation qui est la raison de l'accroissement des inégalités et de cette menace sur les démocraties? Et donc, je vais quand même essayer de revenir à cette raison d'espérer. Est-ce qu'on peut imaginer démonter cette mécanique volontairement complexe que vient de présenter Jayati? La mondialisation telle qu'on l'a connue, avec la course au moins-disant fiscal en matière d'impôts sur les sociétés, avec l'explosion des profits dans les paradis fiscaux, avec le degré élevé d'opacité financière, avec l'augmentation des fortunes dans les centres financiers offshore. Bien sûr, cette mondialisation-là a contribué à l'augmentation des inégalités. Mais ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que cette forme de mondialisation n'est qu'une forme de mondialisation parmi de nombreuses autres mondialisations possibles. Certains choix ont été faits depuis les années 1980, des choix qui n'ont pas forcément été toujours débattus de façon très démocratique ou très transparente. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'il y a plein d'autres choix qui pourraient être faits et il y a toute une multiplicité de façons d'organiser la mondialisation. Donc il faut bien comprendre ces deux aspects-là. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 80 qui a pu, dans l'organisation de la mondialisation, contribuer à l'augmentation des inégalités? Bah, c'est assez simple. Grosso modo, pour simplifier, les gouvernements du monde entier ont détaxé les grands gagnants de la mondialisation. Si on regarde l'évolution, par exemple, des taux d'impôt sur les sociétés, en moyenne au niveau mondial, au début des années 80, le taux nominal d'impôt sur les sociétés, c'était 50%. Aujourd'hui, c'est 20-25%. D'accord? Donc, si on continue comme ça pendant 40 ans, on va arriver à 0% d'impôt sur les sociétés. C'est la course au moins-disant fiscal en matière d'impôt sur les sociétés. Si on regarde la délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux, aujourd'hui, près de 40% des bénéfices multinationaux, c'est-à-dire des bénéfices qui sont enregistrés par des entreprises en dehors de leur état de siège social, sont enregistrés dans des paradis fiscaux où ils sont taxés à des taux effectifs très faibles de l'ordre de 5%. Ça représente à peu près 1 000 milliards d'euros chaque année qui sont enregistrés par Apple en Irlande, par tout un tas de sociétés multinationales dans des territoires à fiscalité faible ou nulle. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'imposition des personnes physiques, beaucoup de pays, dont la France, avait un impôt sur la fortune, et la plupart de ces pays ont aboli leur impôt sur la fortune. Beaucoup de pays ont remplacé l'imposition progressive des revenus du capital, c'est-à-dire des dividendes, des intérêts, des plus-values, des loyers, par des flat tax sur les revenus du capital, donc des taux uniques, quel que soit votre niveau de revenu, typiquement plus faibles que les taux qui s'appliquent sur les revenus du travail. Donc, il y a eu toutes ces évolutions-là qui ont fait que, en pratique, les grands gagnants de la mondialisation, les sociétés multinationales,
et leurs actionnaires, les contribuables à haut revenu, les travailleurs à haut salaire, les grandes fortunes, au lieu de payer plus d'impôts à mesure qu'elles bénéficiaient de l'intégration économique internationale, ce qui était la promesse qui en réalité avait été faite dans les années 80, quand on avait négocié tous ces accords de libre-échange, d'ouverture des flux de capitaux internationaux. Ce que les économistes et les décideurs politiques de l'époque avaient dit, c'était ça va sans doute contribuer à augmenter les inégalités. C'était assez bien compris, mais ne vous inquiétez pas, on pourra toujours taxer les acteurs économiques qui bénéficient le plus de l'intégration économique internationale pour s'assurer qu'in fine, tout le monde y gagne au change. En réalité, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse de ce qui avait été promis, c'est-à-dire que le taxer plus des acteurs qui ont le plus bénéficié de la mondialisation, on les a très, très largement détaxés. Alors, tout le monde comprend que cette dynamique où les grands gagnants de la mondialisation payent de moins en moins de taxes, ce qui veut dire que les acteurs économiques qui bénéficient moins de la mondialisation, les classes moyennes, les classes populaires, typiquement doivent payer plus de TVA, plus de cotisations sociales ou de CSG en France, etc., ou alors recevoir moins de transferts publics ou bénéficier moins de services publics. Tout le monde comprend que cette dynamique-là, évidemment, n'est pas du tout soutenable ni économiquement ni politiquement. Maintenant, la bonne nouvelle, comme je disais, et c'est vraiment le point le plus important, c'est qu'on peut faire complètement différemment. D'accord? Donc, il y a cette idée bien ancrée, et beaucoup de gens pensent de façon sincère que la concurrence fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, c'est des lois naturelles. On ne peut rien y faire. Et que voilà, si dans un monde globalisé, il y aura toujours des pays qui proposeront moins de taxes que leurs voisins, les sociétés multinationales essaieront toujours d'enregistrer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Et ça, voilà, c'est une réalité qui existe comme ça, comme les étoiles dans le ciel, on ne peut rien y faire. Néanmoins, cette croyance, quelque sincère qu'elle soit, est complètement fausse, parce qu'on peut choisir collectivement en tant que communauté d'individus, de nations, la coopération fiscale de la même façon qu'on a choisi jusqu'à présent la concurrence fiscale sans limite. On peut choisir de taxer les bénéfices des sociétés multinationales qu'elles enregistrent dans les paradis fiscaux, de la même façon qu'on a choisi jusqu'à présent de ne pas les taxer. On peut choisir de taxer les expatriés de la même façon qu'on choisit pour le moment de ne pas les taxer, etc., etc. Alors, concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Et je voudrais souligner que, en réalité, si on prend un peu de recul, si on regarde ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, les germes d'un vrai progrès peuvent être observés. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pas qui ont été pris dans la bonne direction. Sur deux niveaux en particulier. Le premier, c'est la question de la coopération internationale et de l'échange d'informations. Donc, il y a 15 ans, il y a encore 10-15 ans, il y avait un secret bancaire complet. C'était vraiment très facile pour les contribuables très fortunés de dissimuler des fortunes dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, il y a un échange automatique d'informations bancaires depuis 2017-2018. Donc, en principe, les banquiers des banques suisses, des banques des îles Caïmans doivent communiquer automatiquement chaque année aux différentes administrations fiscales, dont l'administration fiscale française, l'identité de leurs clients, le montant des avoirs détenus par ces clients, etc. Alors bien sûr, ce serait un petit peu naïf de penser que tous ces banquiers qui, pendant des décennies, ont aidé leurs clients à cacher leur fortune, parfois en transportant des diamants dans des tubes de dentifrice ou en envoyant des relevés bancaires cachés dans des magazines sportifs, que ces mêmes personnes, maintenant, de façon parfaitement honnête et transparente, coopèrent avec toutes les administrations fiscales du monde entier. Je ne veux pas dire qu'on en est encore là. Néanmoins, on est déjà là, mais néanmoins, il y a maintenant ce dispositif d'échange automatique d'informations qui existe et qui est un vrai progrès. Le deuxième progrès important et sur lequel on peut s'appuyer pour mieux taxer les hauts revenus, c'est ça qui est l'essentiel, c'est d'utiliser cette information pour mieux taxer les hauts revenus et les grandes fortunes. Le deuxième progrès qui a eu lieu et qui est en train de se concrétiser dès l'année prochaine dans l'Union européenne, c'est l'impôt minimum sur les sociétés multinationales, c'est-à-dire la taxe minimum de 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales. Alors évidemment, 15%, c'est vraiment trop peu. En France, par exemple, le taux de prélèvement obligatoire, c'est 50%. La plupart des groupes sociaux, à l'exception des milliardaires, ont des taux effectifs d'imposition qui sont typiquement, tout impôt compris, de l'ordre de 50%. Donc ensuite, dire que les acteurs économiques qui sont les plus puissants, les sociétés multinationales, pour eux, c'est OK de ne payer que 15%, c'est évidemment inacceptable et absurde. Néanmoins, 15%, ça reste plus que 0%, qui était ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et donc, il y a un petit pas dans la bonne direction. Et surtout, maintenant, il y a une base sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, maintenant que ce taux minimum existe, rien n'empêche les pays qui le souhaitent
de mettre en œuvre un taux minimum plus élevé. Il y a encore 2 ans, l'administration américaine, par exemple, défendait un taux minimum de 21%. Bon, depuis, les ambitions ont été revues à la baisse et on est à 15%. Mais enfin, l'année prochaine, ou dès demain, n'importe quel pays, la France, conjointement avec l'Allemagne, avec l'Espagne, on pourrait envisager des coalitions de pays comme ça, pourrait dire, pour nous, le taux minimum, ça doit être 21%, 25%, 30%, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a maintenant ces tout petits progrès qui ont été faits, qui ne ressemblent pas à grand-chose pour le moment et qui sont très insatisfaisants, moi, me donnent espoir à horizon, je ne sais pas si ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais pour réformer de façon plus fondamentale la mondialisation et s'assurer que les acteurs économiques qui en bénéficient le plus payent davantage de taxes. Merci, Gabriel. Pour continuer dans les pas petits ou grands dans la bonne direction, je voudrais vous demander, Joe, ce que vous pensez des récents développements aux États-Unis, avec l'annonce du président Biden d'envisager une taxe de 25% sur les milliardaires et d'augmenter la taxe sur les plus hauts revenus. Alors, il y a discussion sur le niveau de taxe minimum et l'évolution vers 21%, puisqu'on ne comprend pas bien quelle est l'actuelle position américaine, mais on sent bien que toutes ces initiatives, ensemble, changent le discours autour de cette question des taxes et pourraient amener à remettre de la progressivité. Est-ce que vous pensez qu'elles vont être effectives? Et surtout, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces mesures sont populistes? Est-ce que vous croyez, ma dernière question, que ça pourra faire évoluer la réflexion ailleurs et au-delà des États-Unis? Well, I wish there were a good chance that it would get through in the current political Moi, climate. j'espère que ça passera, étant donné le climat politique actuel aux États-Unis. Je croise les doigts pour que ça passe. Il faut savoir que les républicains contrôlent l'une des 2 chambres et la probabilité est nulle, soyons honnêtes. Ça n'arrivera pas. Je pense qu'on peut le dire en toute confiance, la probabilité que ça se produise est extrêmement faible, voire nulle. Ces propositions à Biden, il y en a une autre, d'augmenter notamment l'imposition minimum, passer de 15% à 21%, donc on s'en rapproche, on se rapproche des 25% des 25% que nous souhaitons. Ces propositions sont extrêmement importantes. Et je pense effectivement qu'elles se font le miroir de l'opinion publique aux États-Unis. Vous avez une majorité de gens aux États-Unis qui estiment qu'il devrait y avoir un ISF, un impôt sur la fortune, et aussi une fiscalité beaucoup plus progressive. Mais je pense que c'est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure. On constate un fossé entre la politique actuelle et la perception des gens, le sentiment général. C'est quelque chose que vous ressentez en France à l'heure actuelle. Vous avez une part importante de la population française qui a un point de vue et qui n'a rien à voir avec l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la réforme des retraites. Et pourtant, le gouvernement persiste et signe. Aux États-Unis, si on regarde le programme, ou la majeure partie du programme, ou plutôt le volet progressiste du Parti démocrate, et c'est pas super révolutionnaire, hein, l'accès universel aux soins de santé, franchement, vous avez ça depuis longtemps en France. Ça n'a rien de radical comme idée. La plupart des pays avancés ont reconnu cette nécessité. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies, l'accès aux soins de santé, à des soins universels.
Les États-Unis n'ont pas inventé la roue. Et puis, effectivement, la majeure partie de la population américaine y croit que c'est la bonne marche à suivre, que ça permettrait des gains de productivité, une augmentation de l'espérance de vie qui est en déclin aux États-Unis. Vous avez des pans de la population, comme par exemple les Amérindiens, où vous avez une espérance de vie qui est inférieure au niveau de tous les pays de l'hémisphère nord, y compris Haïti. Et donc, l'espérance de vie parmi les Amérindiens aux États-Unis est inférieure à ce qu'on peut voir dans les pays les moins avancés, les PMA. Higher taxes and more progressive. Donc oui, il faut changer l'imposition. Oui, il faut une approche plus progressive, plus progressiste. Nous avons évoqué les difficultés auxquelles nous faisons face, l'augmentation du prix du pétrole, la pandémie de la COVID-19, le conflit en Ukraine. Et ces événements, alors que ces événements ont lieu, eh bien, un certain nombre d'entreprises réalisent des profits sans précédent. Je pense aux groupes pétroliers, par exemple. Est-ce que ces entreprises ont fait quelque chose pour mériter autant de profits? Non. Elles ont réalisé ces profits parce qu'elles étaient assises sur des actifs qui leur ont permis de réaliser ces profits. Les PDG de ces entreprises ont aujourd'hui droit à des bonus absolument gigantesques. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de tels bonus? Alors oui, il faut encourager les gens, inciter les gens, mais on n'est pas du tout sur ce genre de sujet. Ils ne sont pas récompensés parce qu'ils ont travaillé plus dur. Alors, je ne dis pas qu'ils jouent au golf tous les jours, hein, mais bon, l'augmentation des profits n'ont rien à voir avec leur travail. L'augmentation des profits vient de l'augmentation du prix du baril, tout simplement. Donc, une taxation plus élevée, c'est une évidence, c'est une évidence. La politique aux États-Unis est telle que même lorsque les démocrates contrôlaient le Congrès, officiellement, on ne pouvait pas, ou l'administration Biden ne pensait pas pouvoir proposer un système d'imposition et le faire voter, le faire approuver. Bref, je pense qu'il est important d'engager ce genre de discussion sur des réformes plus avancées, plus progressistes. Nous en avons besoin aujourd'hui. Le sujet doit être évoqué et en ce faisant, on va pouvoir élargir le périmètre de ce qui peut être fait. La taxation des très riches, par exemple. José Antonio Campo, qui était le président de notre commission, est devenu ministre des Finances en Colombie et il a réussi à mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, c'est possible. Je pense qu'avoir ce débat peut permettre d'avancer. Comme l'a dit Gabriel, au final, c'est bien une question de choix. Je ferai un dernier commentaire. Vous avez évoqué le sujet de l'espoir. Bon. Immédiatement après la pandémie, il y a une loi qui a été votée aux États-Unis pour y incluer un certain nombre de dispositions qui visaient à réduire, par exemple, le taux de pauvreté parmi les enfants, et ce, en l'espace d'un an, donc de manière assez importante. Donc là, voilà, on voit qu'on avait des circonstances particulièrement difficiles et malgré les circonstances difficiles, on a pu réduire de manière efficace et rapide de 15% la pauvreté des enfants.
Et aujourd'hui, les républicains, ils veulent faire l'inverse. Et je ne plaisante pas, hein, je ne plaisante pas. Les dispositions qui ont été intégrées dans les lois qui ont été votées, eh bien, les républicains ont refusé de soutenir ces dispositions et donc on risque de voir la pauvreté des enfants à nouveau augmenter, peut-être arriver au même niveau de pauvreté qu'avant la pandémie. Voilà. Je pense que c'est un triste rappel du fait que le discours public est important. Il est possible de changer les choses pour le mieux, mais si nous ne menons pas la lutte, les choses pourraient aussi s'empirer. Just to go further 1 minute, you say you are not very optimistic. Alors, pour aller un peu plus loin, vous évoquiez que vous n'étiez pas très optimiste. Est-ce que vous pensez qu'une taxation des riches pourrait être une solution aux États-Unis, ne serait-ce qu'au début? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une solution magique, n'est-ce pas? La raison pour avoir d'avoir un système de taxation des très riches, on- d'abord, on n'a jamais réussi à taxer les entreprises. Euh, Si nous avions des systèmes de taxation sur les plus-values, si nous avions de la fiscalité adaptée aux héritages, etc., on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons. Donc, je pense, voilà, les successions. Aujourd'hui, nous avons besoin de tous les instruments. Et la taxation des riches est un instrument parmi d'autres. Et oui, il peut être mis en œuvre, cet instrument. Nous avons évoqué les différentes difficultés à sa mise en œuvre. Je pense que des mécanismes peuvent être mis en place. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la Colombie, l'Argentine également, Martin Guzman en Argentine. Ils ont réussi à augmenter le PIB de 0,7%. Donc, les choses sont possibles. Je pense que nous pouvons faire aussi bien qu'eux. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce que nous pourrions mettre en place de tels systèmes? La réponse est oui. Alors, effectivement, les lacunes du système, il faut les réparer. Les paradis existent, on le sait tous. Aux États-Unis, on doit déclarer ses revenus quel que soit le pays où est généré ce revenu, chaque année. Lorsque un citoyen américain détient un compte à l'étranger, il doit le déclarer également. Ne pas déclarer, c'est ne pas respecter la réglementation fiscale américaine. Donc aujourd'hui, l'administration, c'est beaucoup de choses. Et lorsque vous cachez des choses dans les paradis fiscaux, vous pouvez être poursuivi. Donc, on pourrait très bien taxer les gens à hauteur de ce qu'ils, lorsqu'ils ont de l'argent dans les paradis fiscaux, à hauteur de ce qu'ils sont taxés à la maison, chez nous. Et le problème serait résolu. Je pense que dans nos différents pays, nous avons la possibilité, notamment grâce à la technologie, grâce aux accords, notamment sur l'échange d'informations et de données, on peut avancer. Et donc oui, je pense qu'une telle taxe est possible. Merci. On revienne sur le rôle des institutions internationales. Vous en avez parlé tout à l'heure, notamment avec l'exemple du Pakistan et le rôle du FMI. Mais est-ce que si on va un peu plus loin, on peut se dire qu'avec tous ces mauvais exemples et ces retours en arrière,
c'est le multilatéralisme finalement qui n'arrive pas à être une réponse aux pays en développement et qui peut même aggraver la situation. Euh, donc, est-ce qu'on peut imaginer, c'est ma soirée optimisme, en tout cas recherche d'optimisme, qu'on puisse inverser cette tendance et que au G20 cette année en Inde et au Brésil en 2024, avec une voix du Sud plus forte et peut-être aussi une expression plus diversifiée de la société civile, on puisse inverser ce calendrier. Gabriel a tout à l'heure dit que des avancées avaient déjà eu lieu et que on pouvait encore imaginer ces avancées dans une situation de plus en plus tendue. Mais comment vous voyez ce multilatéralisme qui a quand même été un frein et voire même a causé des reculs en arrière dans un certain nombre de pays en développement? Yes, so Cecile, I have to definitely try and be optimistic now. Oui, Cécile, vous avez raison, il faut être optimiste et je vais essayer de ne pas trop vous déprimer. Oui, je pense qu'il y a un potentiel. Joseph a absolument raison. Euh, Vous avez évoqué le sujet de la taxation des riches. C'est une évidence et de plus en plus de pays le reconnaissent aujourd'hui et sont en train de mettre en œuvre des mécanismes pour permettre de taxer les riches. Ce ne sont les entreprises, je pense, vous avez évoqué les groupes pétroliers, mais il y en a bien d'autres, ceux du secteur alimentaire, du secteur pharmaceutique qui bénéficiaient de monopoles, de technologies qui ont été développées grâce à des subventions publiques. Donc, je crois qu'il y a énormément de candidats pour la taxation et ils peuvent le faire tant qu'il y a de la pression publique. Il faut faire du bruit. Il faut qu'il y ait du bruit pour faire avancer les gouvernements. Je souhaiterais dire également que cette taxe sur la fortune, un économiste indien, avant la pandémie en 2019, a dit que si vous taxez les 965 familles les plus riches, donc les milliardaires indiens, ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, hein, 965, 4%, c'est 1% du PIB. 1% du PIB. Là, rien qu'avec ça, vous doublez les dépenses de santé en Inde. Imaginez, rien qu'avec ça, vous doublez le budget de la santé. Et eux ne s'en rendraient même pas compte parce qu'ils ont tellement d'argent. Pour eux, ça ne ferait absolument pas la différence. Ils ne le sauraient même pas. Donc, il suffit de saisir les opportunités parce qu'elles sont là. Les pays, de plus en plus de pays, on évoquait tout à l'heure le sujet de la Colombie, Campo en Colombie a pu changer le discours en apportant de nouvelles fiscalités, les choses qu'on évoque ce soir. La Malaisie est en train de réfléchir à la même chose et bien d'autres pays sont en train d'imaginer de nouveaux mécanismes. Cela ne signifie pas forcément une coopération internationale. On n'a pas toujours besoin de cette coopération internationale. Vous avez évoqué le sujet du multilatéralisme, pardonnez-moi, qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Admettons-le. On a besoin de réformes, là aussi, de réformes, pas simplement parce que le système de multilatéralisme ne fonctionne pas, mais aussi parce que les gens n'y croient plus. Où que vous alliez, les gens aujourd'hui ne pensent plus, ne croient plus aux solutions basées sur le multilatéralisme. Alors oui, il y a l'OCDE, mais bon, on passe à côté de l'essentiel. Est-ce que cela signifie qu'il faut abandonner le multilatéralisme? Non, bien évidemment que non, parce que les défis auxquels nous faisons face sont des défis mondiaux. Prenez la pandémie, c'est le meilleur exemple. Le changement climatique est un défi mondial. Nous ne pouvons donc pas nous passer du multilatéralisme et simplement nous préoccuper de nous-mêmes en faisant du nombrilisme. Ça ne marche pas ainsi. Les défis auxquels nous faisons face ont besoin d'investissement public au niveau mondial. Ces défis ont besoin de collaboration mondiale. Et je me répète, excusez-moi, s'il y a une pression sociale importante, les gouvernements finiront par répondre, même les gouvernements les plus autoritaires. Et je sais de quoi je parle.
même les plus autoritaires ont besoin de légitimité. Et la légitimité ne tient qu'un temps lorsque vous mentez aux gens et que vous n'êtes pas honnête. Donc, aujourd'hui, on a besoin de formuler des demandes claires, des demandes publiques. Et je pense que c'est ce qui pourrait nous permettre d'avancer, tout simplement. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste. Je pense que nous sommes un peu au bord du précipice, à plein d'égards. Je pense au changement climatique. Si vous pensez que, si l'on pense que nous pouvons nous éloigner du bord du précipice, et moi je le pense, dans ce cas-là, il faut faire ce qui est nécessaire pour le faire, pour justement s'éloigner du bord du précipice. Alors, même avec les gouvernements les plus autoritaires. Donc, c'est notre devoir, c'est notre travail de communiquer et de générer chez les gens de la passion, de l'envie pour faire changer les gouvernements. Et je voudrais ajouter peut-être une petite note d'optimisme sur le sujet du multilatéralisme. Deux choses même, si vous me permettez. Au FMI, on s'inquiète des inégalités, de la pauvreté, du changement climatique. Le FMI a a changé sa position, a changé d'attitude, notamment vis-à-vis à la renégociation et la restructuration des dettes, par exemple. D'ailleurs, au point d'irriter Wall Street. Et je pense que cela montre que finalement, le FMI a réussi quelque chose, parce qu'ils ont réussi à mécontenter Wall Street. Alors, parfois, ça n'atteint pas forcément les gens qui travaillent sur le terrain au Pakistan, mais bon, c'est mieux qu'autre chose. Ça, c'était une première chose. La deuxième note d'optimisme concerne le responsable de la Banque mondiale. La Banque mondiale, depuis le responsable de la banque était un climato-sceptique et tout en étant à la tête de cette banque. Et finalement, il a démissionné. Il part en juin et la personne qui a été nommée par le président Biden est une personne qui est beaucoup plus à même d'appréhender les problématiques de pauvreté et de réchauffement de la planète, du changement climatique. Donc, il y a là aussi un peu plus d'espoir que la Banque mondiale, finalement, jouera le rôle qu'elle peut jouer et qu'elle pourrait véritablement jouer. Et avec donc peut-être un multilatéralisme aussi plus positif. So I hope we can continue with optimism. Bien, écoutez, j'espère que nous allons pouvoir continuer avec de l'optimisme. On va revenir en France avec Gabriel. Ça aurait été difficile de ne pas parler des enjeux extrêmement brûlants de ces jours-ci en France et du débat sur la réforme des retraites. Il y aura une très grande manifestation demain. La semaine dernière a eu lieu la plus grande mobilisation sociale des 30 ou 40 dernières années, une union intersyndicale qu'on a peu connue dans notre pays. Et pourtant, le rouleau compresseur d'une même pas majorité politique à l'Assemblée nationale se poursuit. Vous faites partie, Gabriel, de ceux qui disent qu'il y a des alternatives et en France notamment. Et pour poursuivre le débat sur la taxation des plus riches, vous avez déjà eu l'occasion de parler du paradis fiscal pour les ultra-riches qu'était la France, un sujet sur lequel Oxfam est très engagé. Et on a vu un mouvement très violent qui s'est fait dans le débat public de la part de certains sur cette question-là. On a l'impression qu'on ne veut pas regarder cette question en face, alors qu'on voit bien pourtant que ce débat mûrit dans l'opinion publique française.
Donc, je voulais t'entendre sur cette question-là, sur les alternatives, sur l'idée d'un modèle fiscal plus juste, y compris dans un pays comme le nôtre, où on a tendance à dire c'est là où il y a les taxes les plus élevées et en plus, c'est le modèle social le plus redistributif, fermez le banc. Oui, alors pour bien comprendre cette question des retraites, il faut revenir, je crois, au début de l'histoire. Donc en 2019, le gouvernement avait proposé une réforme structurelle du régime de retraite, une réforme de modernisation qui s'inspirait en partie de ce qui se fait dans les pays scandinaves, dont on pouvait bien sûr, hein, discuter les aspects qui avaient suscité des contestations à l'époque, et qui était une réforme très profonde, très fondamentale du système de retraite français. Puis après, il y a eu ces manifestations, puis surtout il y a eu le Covid. Et après le Covid, le gouvernement revient avec une nouvelle proposition de réforme des retraites qui est très différente. Il ne s'agit pas du tout de moderniser, de refonder le système de retraite. Il s'agit simplement de répondre en partie à la situation détériorée des finances publiques d'aujourd'hui. Donc en 2022, le déficit public en France a été de plus de 6 points de PIB. Donc, le gouvernement, simplement, cherche différentes façons de faire rentrer de l'argent dans les caisses et propose cette réforme, qui est une réforme qui vise simplement à faire rentrer 15-20 milliards d'euros, donc un peu moins de 1 point de PIB, d'accord, mais qui est strictement comptable, hein, qui n'a pas de prétention modernisatrice, structurelle particulière. Donc, à partir du moment où on est dans cette logique strictement comptable, comment on réduit les déficits hérités du Covid, comment est-ce qu'on fait rentrer davantage d'argent de recettes fiscales dans les caisses, il faut regarder la situation des prélèvements obligatoires dans leur ensemble. La France, bien sûr, n'est pas un paradis fiscal. C'est une surprise pour personne. Le taux de prélèvement obligatoire est de l'ordre de 50% du revenu national, ce qui veut dire qu'à peu près la moitié de tous les revenus qui sont gagnés chaque année est taxé par la puissance publique et ensuite redistribué. On prend tous les impôts. Maintenant, si on essaie de regarder ce que payent les différentes classes sociales, les différents groupes de la population, on se rend compte que à peu près toutes les différentes classes sociales, les classes populaires, les classes moyennes supérieures, payent peu ou prou 50% de leurs revenus en impôts, hein, tout impôt compris, TVA, cotisation sociale, impôt sur le revenu, taxes foncières, etc., avec une grande exception qui est les ultra-riches, les milliardaires et les gens avec des centaines de millions d'euros de patrimoine, pour lesquels, d'après une étude très récente de l'Institut des politiques publiques, le taux effectif d'imposition, tout impôt compris, tout prélèvement obligatoire compris, TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, etc., est de l'ordre de 20-25%. D'accord ? Donc 2 fois moins que ce que payent toutes les autres catégories sociales. D'où vient ce taux de 20-25% pour les très grandes fortunes françaises? Il vient du fait que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour l'essentiel, quasiment n'existe pas pour les très grandes fortunes. C'est-à-dire que si on regarde le taux effectif d'impôt sur les revenus, il est de l'ordre de 2 à 3% pour les 370 ménages avec les revenus les plus élevés. Donc, l'impôt sur le revenu, qui est le pilier de la progressivité du système fiscal, échoue dramatiquement à taxer les hauts revenus et les grandes fortunes françaises. En fait, même, il y a une version plus récente de leur étude où on voit que le taux effectif d'impôt sur le revenu, si on regarde juste l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tend vers 0%, 0,5% pour les 37 plus grandes fortunes. D'accord ? Donc, en pratique, les ménages les plus fortunés en France ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? On comprend, les mécanismes sont bien compris, c'est dû au recours quasi systématique aux sociétés écrans et aux sociétés holding, c'est-à-dire que ces très grandes fortunes sont pour l'essentiel des actionnaires de grandes sociétés. Ces sociétés distribuent des dividendes, mais ces dividendes ne sont pas sujets à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour ces ménages très fortunés parce qu'ils atterrissent dans des sociétés holding où ils sont ensuite épargnés et réinvestis, mais sans avoir à payer l'impôt sur le revenu. Donc, à cause de cet échec considérable, qui est vraiment un échec politique majeur, de premier ordre, pour notre pays, la France, à cause de cet échec de l'impôt sur le revenu à taxer les grandes fortunes, le taux effectif, tout prélèvement obligatoire compris pour les très grandes fortunes, est 2 fois plus faible que pour tous les autres groupes sociaux. Alors, évidemment, donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, oui, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est-à-dire, en pratique, les grandes fortunes françaises, le seul impôt qu'elles payent véritablement, c'est l'impôt sur les sociétés, dont elles s'acquittent via
les sociétés qu'elles possèdent. D'accord, les grandes fortunes qui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, très peu de TVA parce que quand vous avez des centaines de millions d'euros de revenus, en fait, votre consommation est vraiment très faible par rapport à votre revenu, quasiment pas de cotisation sociale. Le seul impôt véritablement qu'elle paye, c'est l'impôt sur les sociétés, ce qui explique ce taux de prélèvement obligatoire effectif de l'ordre de 20-25% pour les très grandes fortunes. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est la vérité des chiffres, c'est qu'effectivement, la France est un paradis fiscal pour les ultra-riches, au sens où les ultra-riches ne payent que l'impôt sur les sociétés, dont le taux a été diminué entre 2017 et 2022 de 33% à 25% et va peut-être continuer à baisser. On a un taux minimum de 15% dès 2024 dans l'Union européenne, mais en réalité, rien ne nous empêche de descendre vers 15% et c'est un scénario qu'on ne peut pas complètement exclure. Donc, ce paysage étant posé, il semblerait que la façon la plus logique de collecter un peu plus de recettes fiscales, ce serait plutôt d'aller voir, là, du côté des catégories sociales extrêmement favorisées, qui payent quand même beaucoup moins que le reste de la population. J'avais fait des petits calculs très simples avant la crise du Covid, pour essayer de simuler quel serait l'effet en France de mettre en œuvre des propositions d'impôt sur la fortune qui ont été proposées aux États-Unis dans la campagne des primaires démocrates en 2019-2020 par Elizabeth Warren, Bernie Sanders. Et on voyait qu'en fait, si on appliquait ce genre de proposition, des impôts sur les grandes fortunes qui commenceraient à des niveaux de patrimoine très, très élevés, de 20, 30 millions d'euros, puis avec un barème progressif de taux qui pourrait monter jusqu'à 3, 4, 5% pour les milliardaires, un impôt de cette fortune qui toucherait extrêmement peu de contribuables, ces contribuables précisément aujourd'hui qui ont des taux effectifs d'imposition très faibles, pourraient collecter de l'ordre de 1 point de PIB, 20-25 milliards d'euros de recettes fiscales. Ça, c'était avant le Covid. Depuis le Covid, leur richesse a fortement augmenté. Et je n'ai pas fait le calcul depuis, mais ça pourrait être facilement 30 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près deux fois plus que les recettes qui sont attendues de la réforme des retraites. Donc, je pense que c'est très important dans ce débat sur les retraites. Voilà, OK, il y a un problème potentiellement de recettes fiscales, d'équilibre budgétaire. Il est légitime de se demander comment est-ce qu'on essaye d'évoluer vers une réduction des déficits publics. Simplement, comment y arriver? Ça doit être ça la question centrale, c'est la question démocratique centrale. On peut augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On sait que principalement, ça va toucher en grande partie des gens qui ont commencé à travailler plutôt tôt dans des catégories sociales relativement défavorisées, ou on peut essayer de taxer les très grandes fortunes qui aujourd'hui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Merci beaucoup. On va avoir le temps pour une ou deux questions. S'il y en a une dans la salle, 3 et on s'arrête. Ces 3 questions-là, j'en aurai une depuis les gens qui nous regardent à distance. On va prendre toutes vos questions et puis ensuite, on se les répartira. Oui? Bonsoir. OK, merci beaucoup. Premièrement, j'ai passé pas mal, merci beaucoup pour cet événement, merci beaucoup. J'ai passé pas mal de temps aux Nations Unies et j'ai vu peut-être en 2018, pendant l'Assemblée générale, Jeff Sachs et l'ancien ministre des Affaires étrangères et whatever his second job was, qui parlait du système en Équateur où les gens qui voulaient postuler qui voulaient avoir un office officiel, ils devraient montrer qu'ils n'avaient pas de l'argent dans les tax havens, dans les paradis fiscaux. Et donc, depuis cet événement, j'ai essayé de suivre ça aux Nations Unies parce qu'il y a aussi le côté comment on va payer pour tous les ODD, les objectifs de développement durable, comment on va payer pour l'infrastructure, pour la survie, blablabla. Pardon. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle ou parmi vous, est-ce qu'il y a les exemples
la réussite après Équateur. Et deuxièmement, j'habitais récemment en Tunisie. Et donc, il y a cette question de World Bank, le FMI. I'm sorry. Thank you, Mr. Stiglitz. I saw you before at Columbia one time. But I'm wondering now, because there's been. Donc, je me pose la question de savoir, il y a 2 semaines, le président a fait un certain nombre de commentaires à propos de la violence. Je me demandais si vous aviez quelque chose à dire sur le cas de la Tunisie. Et pour arriver à changer quelque chose là-bas, il faut énormément d'efforts. Merci. Thank you very much for all of you. Good evening. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Une question à propos des crypto-monnaies et de la taxation. Aujourd'hui, on peut réaliser des profits en vendant des NFT. On peut vendre des biens ou des produits avec des crypto-monnaies. On peut payer, recevoir avec des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. J'imagine que cela complexifie encore un peu plus le sujet de la taxation, de la fiscalité. Comment peut-on répondre à cela et comment est-ce qu'on peut éviter les opportunités d'évasion fiscale avec les crypto-monnaies? Bonsoir, merci pour vos présentations. Il y avait des impôts sur la richesse en Europe qui ont été démantelés un par un depuis les années 90. Alors la raison, c'était toujours de dire que ça faisait fuir les entrepreneurs. Donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut mettre en place un impôt tel que celui que vous avez présenté, Gabriel, dans un seul pays, ou est-ce que le cadre, si on met en place un impôt sur la richesse, le cadre doit forcément être multilatéral, et si oui, quel serait le cadre? Est-ce que c'est l'OCDE ou quel pourrait être le cadre? Voilà. Et je vais ajouter une question qu'on a reçue à distance en disant que nous parlions beaucoup des taxes. Je vais la lire en anglais, comme ça je serai fidèle à la personne qui l'a posée. Don't you agree? Est-ce que vous ne pensez pas que changer les perspectives peut remonter? Est-ce que vous ne pensez pas que les États ont un rôle plus important à jouer en matière de fiscalité? De nos intervenants, you choose the issues you want and the question you want to answer first. Okay, Joe? Okay. Well, on cryptocurrency. Alors, à propos des crypto-monnaies, aux États-Unis, peut-être en Europe, aujourd'hui, on a des monnaies, le dollar et l'euro. Donc, je pense que des crypto-monnaies n'ajoutent rien. Je pense qu'elles devraient être illégales. Aux États-Unis, on a simplement ajouté le mode crypto. Crypto, c'est du secret. Voilà. Donc, on a ajouté une couche de secret. Voilà. Moi, je dis, il faut publier. Tout doit être publié. Il faut forcer à publier. Lorsque un Américain déclare ses impôts, il doit tout déclarer, y compris, je vous le disais tout à l'heure, s'il détient un compte en banque à l'étranger. Et de la même manière, il devrait déclarer s'il détient des crypto-monnaies. Si le contribuable ment et se fait prendre, il va en prison. C'est assez simple. Cela éviterait beaucoup de mensonges et pour faire des choses avec des crypto-monnaies, il faut à un moment donné les transformer en vraies monnaies. Et ça se contrôle.
Lorsque vous allez dans une banque, vous entrez ou sortez d'une banque, ça, ce sont des transactions qui peuvent être contrôlées. Donc, si la personne ne déclare pas qu'elle détient des crypto-monnaies, à un moment donné, on le sait. Voilà. Et à ce moment-là, cette personne termine en prison. Voilà. Donc, il me semble que tout simplement, il faut contraindre les détenteurs ou les détentrices de crypto-monnaies à déclarer. Voilà. Just a remark on MMT. À propos de MMT, The origins for this idea that the government could spend a lot more without à la base, l'idée que les gouvernements pouvaient dépenser beaucoup plus sans conséquences inflationnaires, c'est beaucoup lié à ce qui s'est passé en 2008 avec la crise financière mondiale. À l'époque, les gouvernements ont ouvert les robinets, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, et il n'y a pas eu de conséquences d'inflation. Pourquoi il n'y a pas eu d'inflation à ce moment-là? C'est parce que cet argent est allé vers les banques et les banques ont conservé cet argent. Ils n'ont pas forcément dépensé cet argent. Donc, vous pouvez créer de l'argent qui va dans un compte en banque quelque part et ça n'entraîne pas d'inflation. Il y a aujourd'hui un grand débat aux États-Unis sur le rôle sur les dépenses pour la pandémie et le fait qu'elles ont entraîné l'inflation. Et en fait, elles n'ont rien à voir avec l'inflation. Il y a un certain nombre de personnes, pas forcément des économistes, qui disaient si le gouvernement va dépenser autant d'argent, ça va entraîner l'inflation. Mais si vous y réfléchissez véritablement, si ça finit dans un compte en banque, le compte en banque de quelqu'un, au début, c'est en fait au final, c'est en fait une économie. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est une augmentation très forte des économies, des épargnes individuelles. Donc, en matière de consommation, il ne s'est rien passé. Donc, pour revenir au MMT, si vous dépensez de l'argent dans les infrastructures, la santé, l'éducation, etc., là, il pourrait y avoir de l'inflation. Si vous imprimez de l'argent, si vous fabriquez de l'argent, mais que vous n'en faites rien, il ne se passe rien. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce sont les dépenses. Ce sont les vraies dépenses pour répondre aux problèmes de notre société. Permettre aux plus pauvres de s'alimenter, d'avoir un toit au-dessus de leur tête, etc. Et on ne peut pas créer de véritables ressources avec rien. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, il y a un peu plus, un excès de capacité. Donc, on pourrait légèrement augmenter les dépenses, on pourrait légèrement augmenter certains impôts sans avoir une pression inflationnaire très importante. Elle serait, à mon avis, très limitée même. Donc, les MMT étaient une théorie qui a marché à un moment donné, mais aujourd'hui, nous n'y sommes plus. J'ajouterais à cela que pour les pays développés, non, ça ne marche pas. À partir du moment où il y a un déficit, même si vous avez trop de capacités, des excédents, à partir du moment où il y a un déficit, votre notation, votre credit rating baisse, vous avez une crise bancaire sur les bras. Voilà, on l'a vu se répéter maintes fois. Et pourquoi? Parce que nous avons des systèmes très ouverts, mais ça peut arriver dans d'autres systèmes au niveau des exportations, par exemple, avec les exportations ou les importations. Voilà, ce n'est pas une stratégie qui peut marcher pour les pays développés. Je souhaiterais ajouter un autre point, un élément de réponse à propos des crypto-monnaies. Vous savez, il y a une bulle. C'est un petit peu comme acheter une tulipe néerlandaise. Jayati, peut-être un mot sur la Tunisie? Je ne peux pas en parler. Je suis désolé, je ne connais pas le sujet. L'interprète s'excuse, malheureusement, le micro n'est pas ouvert. Gabriel, sur le départ. Je vais répondre à la question sur l'imposition de la fortune et l'expatriation, les délocalisations des contribuables. Effectivement, c'est une question absolument essentielle. Quand on regarde
les arguments qui ont été avancés pour justifier l'abolition des différents impôts sur la fortune en Europe, l'argument principal, in fine, en France comme dans d'autres pays, c'était cette idée que voilà, on ne peut pas taxer les grandes fortunes parce qu'elles vont partir en Suisse ou dans des territoires à fiscalité faible. Néanmoins, cet argument, il est essentiel de le rappeler et que tout le monde comprenne bien, est foncièrement erroné. C'est faux. Voilà, c'est faux. Parce que la concurrence fiscale, laisser une grande fortune s'expatrier sans avoir à payer d'impôts, c'est un choix qui est fait. Il y a plein d'autres choix possibles. Alors, pour bien comprendre ça, il faut regarder, on peut commencer par regarder ce que font les États-Unis. En gros, il y a deux modèles qui sont les deux cas polaires extrêmes. Il y a le modèle américain où si vous êtes né aux États-Unis, donc vous avez la citoyenneté américaine, et puis vous partez, vos parents déménagent à l'âge de 2 mois, vous ne mettez plus jamais les pieds aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Néanmoins, vous devez payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de vos jours. Ça, c'est le modèle américain. Modèle français, modèle de tous les autres pays, c'est bon, si vous avez passé, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire, si vous avez passé toute votre vie en France, mettons 70 ans en France, vous êtes devenu milliardaire en France, et maintenant vous choisissez de déménager dans un territoire à fiscalité faible, alors c'est fantastique. Dès le 1er janvier de l'année prochaine, vous n'avez plus rien à payer en France. C'est fantastique. Vous avez passé toute votre vie, vous avez construit une fortune de milliards d'euros, et maintenant vous partez, vous n'avez plus rien à payer. Ce qui est aussi injustifiable. C'est injustifiable parce que si vous avez créé cette fortune de plusieurs milliards d'euros, c'est en partie parce que vous avez bénéficié des infrastructures publiques françaises, des biens publics, des services publics, de l'éducation, du système de santé, de l'accès au marché français, des travailleurs français, etc. Donc, il n'y a absolument aucun droit naturel à s'expatrier une fois fortune faite et à ne plus avoir un centime à payer en France. Néanmoins, c'est le choix qu'on fait actuellement. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on peut envisager un entre-deux. C'est vraiment pas très radical. Un entre-deux qui consiste à dire que si vous avez été résident fiscal dans un pays donné pendant un certain nombre d'années, 20 ans, 30 ans, et vous avez construit une grande fortune dans ce pays, et bien maintenant, si vous choisissez de partir à l'étranger, vous allez devoir continuer à payer des impôts dans votre pays d'origine pendant un certain nombre d'années, qui peut dépendre du nombre d'années dont vous avez été résident fiscal. Donc, mettons, vous avez été résident fiscal 30 ans, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc. Ça, c'est tout à fait faisable. Et j'insiste sur le fait que c'est faisable de façon unilatérale. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'accord international. C'est juste changer les choix qu'on fait actuellement en matière de taxation des non-résidents. Donc oui, il y a des solutions, et c'est essentiel de bien comprendre, il y a des solutions unilatérales à la taxation des expatriés et au problème plus général de la concurrence fiscale internationale. Ceci dit, je vais m'arrêter là, c'est mieux d'avoir des solutions, c'est encore mieux d'avoir des solutions coopératives, des accords internationaux. On pourrait envisager d'appliquer aux très grandes fortunes la logique de l'accord minimal sur la taxation des multinationales. Donc maintenant, va y avoir un taux minimum de 15% sur les profits des sociétés multinationales. La prochaine étape, de mon point de vue, ce serait d'appliquer cette logique à la taxation des très grandes fortunes et de dire, voilà, les pays du monde entier se mettent d'accord pour que les très grandes fortunes mondiales payent un taux minimum d'impôt sur leur richesse de 1%, 2% ou 3%. Alors, il y a 5 ans, quand dans nos réunions de l'ICRICT, on parlait de taux minimum d'imposition sur les sociétés multinationales. Nous, on y croyait beaucoup, mais alors personne d'autre n'y croyait. Sur Terre, on était vraiment les seuls. Et tout le monde pensait que ça n'arriverait jamais, que c'était parfaitement utopique. Néanmoins, maintenant, et ça va devenir très rapidement une réalité, je pense foncièrement que la même chose va se produire pour l'imposition minimale des milliardaires des très grandes fortunes mondiales. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation active, pour un diagnostic douloureux, mais quand même quelques pistes d'optimistes. Et je retiens ce que vous avez dit, Jayati, sur la nécessité de voix fortes pour demander davantage de justice fiscale. Merci aussi évidemment à l'ICRIT, à l'IRIS, à l'EU Tax Observatory
pour avoir, avec Oxfam, organisé cet événement. Merci encore à l'IRIS de nous avoir accueillis. Je pense que nous continuerons ce travail et nous continuerons de faire entendre des voix importantes. Je rappelle que le thème de notre débat, c'était réformer le système fiscal pour préserver la démocratie. C'est donc un débat éminemment politique, mais un débat aussi très ancré dans les valeurs, celle de la démocratie, celle de la justice, et votre engagement à la fois universitaire et citoyen sur ces sujets est précieux. Merci à tous les trois.